l'intervention de ce soir, elle prend sa source, bien sûr, dans ce que je vous avais dit il y a à peu près un mois à propos de Lacan et le Japon par le biais de sa préface à la traduction de ses écrits dans cette langue japonaise, mais aussi dans ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il m'a été demandé d'intervenir dans les conférences d'introduction à la psychanalyse, à la demande de Nicole Gay, de ses collègues, et j'ai pris pour thème le malentendu dont Lacan dit dans un texte de juin 1980 dans le séminaire Dissolution, il n'y a pas d'autre malentendu que celui qui fait trauma. Ce qui peut aussi se dire, il n'y a pas d'autre traumatisme que le malentendu. Et donc, hier, j'ai essayé de déplier cette question, je me suis pris au jeu, j'ai essayé de pousser au plus extrême le séminaire de Lacan de 1980, avant qu'il n'aille à Caracas faire sa dernière intervention publique, à Caracas, où Jacques-Alain Miller avait écrit ce texte qui a eu une grande importance pour nous dans le champ analytique, un autre Lacan. Un Lacan, en quelque sorte, qui ne parte plus de sa thèse exprimée d'emblée dans le rapport de Rome à l'orée des années 50, à savoir l'inconscient. C'est le discours de l'hôte grand A, l'inconscient est structuré comme un langage. Et que si vous prenez le tout dernier enseignement de Lacan, vous voyez que ce n'est pas cette thèse qu'il adopte pour penser la psychanalyse. Donc j'en étais resté là hier soir, et ceux qui étaient m'ont entendu dire, bon, maintenant je dois penser à préparer, c'était hier soir, ce que je dois faire aujourd'hui, Lacan et le Japon, et j'avais ajouté, je n'ai strictement aucune idée de comment l'aborder. Puis bien sûr, j'avais mes notes, c'est-à-dire je dois avoir pour la circonstance à peu près 70 ou 80 pages qui peuvent être utilisées pour la conférence de ce soir, mais j'ai essayé de tirer des conséquences de ma formule quand je disais à ceux qui m'écoutaient hier soir à la fin, et sachant que la phrase allait me revenir, je ne sais pas par quel bout l'aborder. Et très vite après avoir raccroché, l'idée m'est venue d'une formule que je vous ai livrée, que j'ai écrite en rouge, et qui consiste à dire, à préciser que pour les Européens, pas simplement pour les névrosés, pour les Européens, c'est le malentendu universel, malentendu généralisé, comme on parle avec Lacan de forclusion généralisée, et que pour les Japonais, c'était la traduction universelle, la traduction généralisée. Autrement dit, que l'inconscient abordé du point de vue des Européens, c'était le malentendu, le mot est le malentendu, EEST, le mot c'est le malentendu, que j'avais commenté hier lorsque Lacan dit, dans son séminaire Dissolution, donc le verbe n'est pas créateur, ce qui s'oppose à des formules qu'il a pu systématiquement employer, que le verbe au contraire est création, et même il ajoutait création ex nihilo, et que par contre le Japon, l'écriture japonaise dans son lien à la parole japonaise, c'est la traduction universelle, la traduction généralisée qui relève de l'écriture. Je me disais qu'avec cette boussole, dont j'avais le premier terme hier, il fallait d'une certaine façon que je laisse un peu mes pages écrites noircies pour essayer de mettre en jeu cette tension
et donc d'interroger de la façon la plus sérieuse possible. Est-ce que j'y parviendrai, ça c'est vous qui me le direz, mais enfin, de mettre en tension de la façon la plus sérieuse possible Europe, Japon, malentendu, traduction, mots, écriture. Et même, on pourrait ajouter, pourquoi pas, faudra savoir quel bouger conceptuel nous allons être obligés de produire pour formuler phallus, position féminine. Étant entendu que chaque fois, il y a une opposition, mais que vous pourriez indiquer par un versus. Phallus versus position féminine, mot versus écriture, malentendu versus traduction, Europe versus Japon. Et il me semble que si on part de ces mises en tension qui ne sont pas superposables, qui ne sont pas identifiables l'une à l'autre, on devrait peut-être entendre en quoi cette préface, qui est parfois nommée avis, AVIS, avis au lecteur japonais, peut nous intéresser lorsqu'on questionne la fin de l'enseignement de Lacan et qu'on reprend cette hypothèse que je vous avais proposée, que les préfaces de Lacan, préfaces écrites à des textes, ne constituent pas des explications, ne constituent pas des résumés, mais constituent peut-être une indication de lecture, voire une interprétation de ce qui suit. En l'occurrence, là, les traductions des écrits. Pas tous les écrits publiés au Seuil en 66 en France, mais d'une partie de ces textes-là. Alors, m'était dit que si on arrivait à peu près à tirer des conséquences de ces mises en tension, mon travail a une chance d'être moins scolaire et d'autre part de nous intéresser directement pour la pratique analytique elle-même. C'est-à-dire se demander si on lit sérieusement Lacan, de voir ce qui va nous aider dans le combat actuel contre son éradication venue d'horizons divers. Et hier je l'ai fait, mais aujourd'hui ça me semble tout à fait utile de le reprendre. C'est que dans un texte qui a marqué notre communauté, je veux dire celle de la MP, L'inconscient et le corps parlant, Jacques-Alain Miller notait ce qui suit. Lacan, disait-il, revendiquait pour sa pensée la dignité. C'est, disait-il, qu'elle s'appliquait à sortir des sentiers battus, et en effet, cette pensée déroute. Il s'agit pour nous de la suivre dans des voies inédites, et ces voies sont souvent obscures. Elles le sont devenues, ces voies, davantage lorsque Lacan s'est enfoncé dans son dernier enseignement. Nous aurions pu le laisser là, c'est Lacan, l'abandonner. Mais nous nous sommes engagés à sa suite. Cette phrase a son poids, je suppose qu'elle a un poids pour chacun d'entre vous, elle a des degrés, à des titres divers. Mais pour moi, cette phrase de Miller a un poids particulier, puisqu'en quelque sorte, elle nomme, venue d'un autre, donc,
c'est Miller qui énonce, ce à quoi j'ai voué ma vie depuis une bonne 50aine d'années. C'est-à-dire consentir à la dignité de la pensée de Lacan et essayer de ne pas en être soi-même tout à fait indigne. Et que si on le suit, on ne l'abandonne pas, si on s'engage à sa suite, cela implique de mener ce combat, d'être intraitable, de ne rien laisser passer et d'abord de se l'appliquer à soi-même. Hier, j'insistais sur le radical distinguo entre la psychanalyse et là où les psychothérapies, et que nous n'avions pas à transiger sur ce point. Et je rappelais que je n'ai jamais pu accoler à mon nom psychothérapie, psychothérapeute. Ça aurait été pour moi me mener à un point d'indignité privée. Je ne parle pour personne, je ne fais de leçons à personne, je ne suis gendarme de personne, évidemment. Je parle pour ma petite pomme. J'aurais eu un tel effet d'indignité que le dégoût et le vomissement qui le caractérisent se seraient aussitôt manifestés. Un écœurement. Il ne faut pas transiger avec les mots. Il faut avoir la rigueur de la dignité de la pensée de Lacan. C'est une tentative. Je dis pas que j'y parviens, mais enfin, j'essaye à mon petit niveau de ne pas être trop indigne de la dignité de la pensée de Lacan. Et de se dire que quand il parle du Japon, quand il parle de sa traduction en japonais, dont il dit que ça ne l'intéresse pas plus que ça, au fond, qu'on le traduise, même il nomme à la fin de son introduction, sa préface, son avis, il nomme qu'il rêve qu'on n'aille pas plus loin que la lecture de la préface, que le japonais se contente de la préface et ne lise pas ses écrits. On voit bien que Lacan lui-même ne baigne pas dans un lisez-moi, lisez-moi, lisez-moi. C'est le contraire du discours du pape sur la place Saint-Pierre le jour de Pâques, à savoir ce qu'on appelle l'intervention urbi et orbi dans la ville et dans le monde, et qu'en quelque sorte, c'est une parole pour tous. Là, Lacan nous dit, je lui préférais qu'en quelque sorte, le japonais, devant le livre où il y aura le nom de Lacan et écrit, en reste là, je vous le lis, de sorte que j'ai envie de l'inviter, le japonais, à fermer mon livre, des bouts, des extraits des écrits, sitôt cette préface lue que nous commentons, j'aurai l'espoir de lui laisser un souvenir indulgent. Moi, j'aime beaucoup ce type de phrase parce que si je l'applique au texte que j'ai pu écrire comme d'autres, aux livres que j'ai pu écrire comme d'autres, et même aux interventions que j'ai pu faire comme d'autres, effectivement, il s'agit là d'une boussole. Et chaque fois que je lis cette phrase, c'est pas la première fois, mais là je la retrouve dans son jus. Je vous cache pas que souvent j'ai pensé, je me suis dit, que j'aurais aimé qu'on se contente du titre ou de la préface et qu'on n'aille pas plus loin dans ce qui circule sous mon nom et que, au fond, ça aurait été mon espoir.
pas par retenue, pas par impossibilité à assumer ce que j'ai dit, parce qu'on se demande toujours si on écrit, on est à la hauteur de la tâche, et les textes que j'ai pas publiés, les longues démonstrations que j'ai jetées au panier, ça m'a toujours allégé. Donc, vous voyez que quand je lis cet avis au lecteur japonais, le texte me renseigne aussi sur ce que je fais moi-même avec l'écriture, même si évidemment je ne me compare pas aux grands esprits. Je l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer à mon âge. Donc la question, c'est laquelle? Pourquoi Lacan dit la préface devrait suffire, et qu'en quelque sorte, l'espoir de Lacan aurait pu être qu'on ne le lise pas. Vous allez voir que ça peut être lié à ces oppositions que j'ai articulées avec un versus, et que ce rapport-là, nous avons à le déplier en prenant un tout petit peu de temps. Une fois que la démonstration aura été faite, on peut s'arrêter. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant à déplier, c'est que le terme de malentendu que je commentais hier, on le trouve dans la préface, dans l'avis au lecteur japonais que je vous ai adressé. Vous le trouvez justement dans la partie que nous avons à commenter. Si je n'ai pas donné les lignes ou que je vais commenter, c'est parce que je vais à la fois commenter les lignes et les faire jouer avec d'autres lignes. C'est pour ça que je n'ai pas limité ma lecture à ce que je fais d'habitude. Je vais lire de la ligne X à la ligne Y. Il dit, si je ne craignais le malentendu, je dirais pour qui parle japonais cette performance usuelle que de dire la vérité par le mensonge, c'est-à-dire sans être un menteur. Autrement dit, qu'apporte à la question du malentendu le japonais, la langue japonaise, dont vous savez que ce qui la spécifie et que Lacan interroge, c'est qu'elle emprunte son écriture à l'écriture chinoise, et qu'en quelque sorte, j'en avais parlé la dernière fois, j'avais beaucoup insisté sur ce point, on passe son temps, au fond, dans le japonais, à traduire, et que c'est une langue qui oblige cette traduction, puisque l'interlocuteur même auquel on s'adresse est impliqué directement dans ce que l'on dit, non pas simplement d'en être l'adresse, mais de par la position qu'il occupe, ça change la façon dont on lui parle, ce qu'on appelle le formalisme des Japonais, là, le formalisme de la façon dont les Japonais parlent et écrivent, et que j'avais commenté à partir de remarques de Jacques-Alain Miller dans l'ouvrage La chose japonaise, chose au sens de Dasdin, la chose freudienne, celle dont parle Lacan dans son séminaire sur l'éthique, séminaire 7, et où effectivement le tu, le vous, l'adresse à l'autre modifie la façon même qu'on a de parler avec l'autre. C'est un exemple, mais j'ai toujours, à titre privé, été encombré par le tutoiement. Parfois, on ne peut pas faire autrement.
On tutoie ses égaux. Les avocats se tutoient entre eux, les médecins se tutoient entre eux, les universitaires se tutoient entre eux, et quand ils utilisent le vous, c'est pour marquer les différences hiérarchiques. Mais à même niveau social, généralement il y a le tutoiement, c'est un tutoiement qui n'implique pas grand-chose, qui est un tutoiement corporatiste que j'utilise comme tout le monde. Je tutoie les collègues de ma génération, je ne tutoie pas les collègues qui ne sont pas de ma génération. Je n'ai pas pu faire toujours autrement, mais je n'aime pas le tu pour la vie privée. Je trouve que c'est d'une très grande vulgarité, que ça donne une proximité qui mime en quelque sorte le fait que les personnes peuvent vivre ensemble, dormir ensemble, dans un lit plein emploi par exemple. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Parfois, on rencontre des personnes qu'on a d'abord tutoyées, donc on ne change pas le tutoiement en cours de route si la relation change. Mais lorsqu'on a la possibilité, pour la rencontre privée, vous pouvez lui donner la dimension de la rencontre amoureuse, la rencontre des corps, sans raconter ma vie, ce qui n'est pas l'objet, mais vous voyez qu'on parle d'autre chose. Le vouvoiement, pour moi, c'est toujours imposé. Je ne sais pas dire tu dans ces moments-là. Il faut dire vous. Parce que ça marque une altérité radicale, et c'est en cela que, très modestement, je suis un peu japonais dans ma façon de parler au plus intime. Je tutoyais mes parents, mais c'était une origine de classe, c'était très malvenu. Le vouvoiement eût été ma façon de devoir m'adresser à eux, et ma névrose eût été un tout petit peu modifiée. Donc ce formalisme, bien sûr, vous pouvez l'entendre comme du snobisme, etc., mais pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça l'objet qui nous importe, c'est que ce formalisme est crucial pour dire le plus intime. C'est-à-dire, paradoxalement, objecter à une certaine forme de mais oui, la relation est là, on se tutoie. Et l'intérêt du Japon, c'est qu'il porte au-delà du tu et du vous cette question du formalisme de l'adresse a en quelque sorte une forme d'apothéose. Je pense que le plus intime nécessite cette distance que le formalisme permet, et qu'il permet aux Japonais notamment. Par exemple, je m'étais toujours demandé, quand j'ai lu la correspondance qui m'a bouleversé entre Maria Casares et Camus, entre l'actrice du TNP, l'actrice des Dames du Bois de Boulogne, l'actrice des Enfants du Paradis, et Albert Camus, l'écrivain, le prix Nobel, etc., dans leur correspondance amoureuse qui n'était pas destinée à la publication. Ça a été publié une cinquantaine d'années après la mort de Camus. Je me suis interrogé en lisant les plus de 1000 pages aux éditions Gallimard, publiées par la fille de Camus, mais non caviardées. Pourquoi, lorsqu'ils se parlaient, il se trouve qu'ils se tutoient, pourquoi, lorsqu'ils se parlaient d'amour, ils se voyaient pas tous les jours, puisque c'était la guerre, et Camus avait aussi une femme quelque part, et parfois d'autres maîtresses, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune référence au désir avec ses inscriptions, sa topographie sexualisée?
vous n'avez pas des références à la rencontre de leur bouche, au jeu de leur langue, au mouvement de leur corps lors de la rencontre, rien de tout ça, jamais. L'amour, oui. Ces références, non. J'ai trouvé que du point de vue du formalisme, alors que ils savaient que ça, ils ne pensaient pas que ça serait lu, c'était une connaissance privée, que leur formalisme forçait mon admiration. Ce que j'ai admiré au fond, c'est ce que j'aurais aimé à certains moments trouver. Tes lèvres me manquent, etc., etc. Vous connaissez ce type de propos, et ce n'est pas présent, et le manque, lorsqu'il est exprimé, ne prend jamais cette forme. Et je trouvais que c'était une apothéose, là aussi, dans le formalisme de la lettre d'amour. C'est peut-être pour ça que Lacan dit de Sade, qui se livre non pas à des scènes d'amour, mais des scènes de rencontre des corps, prises sous la domination sadique du libertin, que Lacan dit très explicitement, c'est publié, que tout ça, c'est fleur bleue. Paradoxalement, les corps qui se rencontrent, qui s'enfilent par les trous possibles et imaginables, c'est fleur bleue par rapport au texte, aux lettres, aux missives expédiées entre Maria et Albert, là où il n'y a aucune trace du fleur bleu, en quelque sorte, de la rencontre des corps. Et je me plais aujourd'hui à aborder au fond d'autres champs, d'autres textes, en quelque sorte du point de vue du Japon, ou du point de vue du formalisme japonais, de même que hier soir, je m'amusais à aborder le monde, non pas à partir du symbolique, magistralement développé dans le séminaire 11, mais à partir du réel, c'est-à-dire la position du schizophrène pour lequel tout le symbolique est réel, c'est-à-dire le séminaire Le Saint-Homme. Que devient le monde du point de vue du schizophrène? Et là, aujourd'hui, c'est que devient le monde du point de vue du japonais. Pas simplement de la langue et de l'écriture japonaise, mais des hommes et des femmes japonais et japonaises. Alors, on pourrait peut-être dire que là, nous arrivons à un élément qui a son poids, c'est d'essayer de voir ce que la façon qu'a l'écriture japonaise de réaliser l'affaire produit comme résultat. Et là, il nous faut distinguer deux mots. Je ne vais pas vous les écrire, ils sont dans le texte dont on parle. C'est qu'il y a deux prononciations en japonais, donc densifie encore davantage l'affaire. Deux prononciations, une que l'on dit onyomi, O-N-Y-O-M-I, qui est la prononciation des caractères chinois, qui est les caractères que le Japon a empruntés à la Chine pour écrire sa langue. Et deuxièmement, le kunyomi, K-U-N-Y-O-M-I, à savoir, on dit, on exprime ce que le caractère veut dire. Donc, vous voyez que le syntagme
japonais commun aux deux expressions, c'est yomi, dans un cas on, dans l'autre cas kunyomi, onyomi. Prononcer les caractères, c'est en quelque sorte lire la matérialité de ce qui est écrit. C'est mettre des sons avec l'appareil phonatoire. L'appareil phonatoire des Européens n'étant pas forcément adapté à prononcer certains sons du japonais. D'où parfois la difficulté à parler certaines langues. Par contre, le kunyomi, c'est que dit et que veut dire le caractère, en quelque sorte, je simplifie, c'est se préoccuper du signifié, et ce que Saussure, dans son cours de linguistique générale en 1900 à Genève, interprétait comme le concept. Et que l'articulation du signe linguistique que reprend à son compte Lacan pour lire Freud, ce n'est pas l'articulation d'un son et d'une chose, c'est l'articulation d'un signifiant. Il ne se réduit pas à un son, il dit une image acoustique au signifié, c'est-à-dire à un concept. Tout ça étant, j'avais tiré cet après-midi justement les passages en question de Saussure pour me rafraîchir la mémoire, et que cette entité, cette unité biface inséparable fait le signe linguistique que Lacan reprend. Vous allez me dire, tout cela est su. Oui, mais ceux qui ont lu mon petit livre là, que m'avait commandé Jacques-Alain Miller, à savoir Neurologie versus psychanalyse, il y a un passage qui est une critique d'un usage qui avait pu être fait par certains auteurs qui s'étaient trompés sur la définition du signe linguistique, du signifiant et du signifié, pour interpréter au nom de Lacan ce qui ne pouvait pas être interprété au nom de la psychanalyse. C'est d'avoir confondu le signifié et l'expérience. Le signifié, ce n'est pas l'expérience. Donc, vous voyez que c'est toujours utile, avec les outils de Lacan, d'en faire des outils de combat. C'est pour ça que je peux reprendre l'expression que j'ai nommée hier, que le texte d'aujourd'hui n'était pas prévu comme ça avant l'intervention de hier. C'est un point où l'épistémologie, même rudimentaire, même élémentaire, rejoint la clinique. Donc, à quoi ça sert de distinguer les deux? Le onyomi et le kunyomi, c'est que vous avez déjà à l'intérieur même de celui qui parle et écrit japonais la traduction qui tient au fait que vous pouvez prononcer les caractères d'une façon et vous pouvez aussi les lire pour ce qu'ils veulent dire. Ce que vous ne faites pas si, par exemple, vous lisez le mot en gras qui est écrit sur cette feuille blanche, vous lisez article et les deux, la façon de prononcer les caractères de l'alphabet latin et ce que ces caractères veulent dire coïncident. Vous n'avez pas besoin de traduire. Par contre, si vous aviez, en anglais ça se dit pareil, il faudrait si vous aviez un terme en italien ou en brésilien ou dans une langue en grec ou en allemand, etc., puisqu'il y a des collègues qui parlent ces langues-là, eh bien vous vous apercevriez que vous traduiriez effectivement le mot, mais
En le faisant, vous diriez, je traduis une langue qui n'est pas ma langue. Je traduis le grec, je traduis l'italien, je traduis le brésilien, je traduis le polonais, je traduis l'allemand, etc. Alors que le japonais le fait avec sa propre langue. Donc quand il traduit dans une autre langue, en quelque sorte, il traduit deux fois. Et vous avez peut-être pu remarquer que longtemps en France, les traductions des grands auteurs japonais, leurs livres étaient traduits de l'anglais. Mais par exemple, Mémoire d'un masque de Mishima, c'est traduit, Confession d'un masque, c'est traduit à partir de l'anglais. Maintenant, il existe une traduction nouvelle à partir du japonais. Comme si en quelque sorte s'affronter au japonais, comme c'était déjà traduit à l'intérieur même de la langue japonaise se traduisant elle-même de par ce chiasme entre onyomi et kunyomi, c'était trop compliqué pour traduire ça en français, donc on traduisait directement de l'anglais, qui lui-même était traduit, lui, à partir du japonais. Il me semble que c'est pratiquement l'une des très rares langues où ça a été fait. Peut-être ça doit être fait pour le coréen, peut-être pour le vietnamien et encore peut-être pour le chinois, mais enfin, c'était vraiment, peut-être c'est fait, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, pour le japonais, c'était relativement courant. Donc, ça produit des variations dans l'énoncé qui sont les variations de la politesse liées au tu ou liées au vous. Et si je vous ai parlé de la rencontre amoureuse, c'est parce qu'en quelque sorte, le terme de politesse va paraître un peu mièvre. Vous allez dire, mais comment pouvez-vous parler de politesse ou de formalisme alors que vous faites référence à des corps qui se rejoignent pour faire l'amour? C'est quand même pas très, ça ne relève pas de la politesse ou de l'étiquette. N'en croyez rien. J'avais lu il y a longtemps, publié chez Gallimard, l'ouvrage de Van Gulik, si ma mémoire est bonne, sur la vie sexuelle dans la Chine antique. Vous apercevez que c'est extrêmement codé et que nous-mêmes, là où nous pensons qu'il n'y a pas de code, en fait, il y a des codes. Et n'importe quel adolescent qui ne comprend pas pourquoi dans la vie, les filles ne sont pas d'accord avec les codes de la pornographie dont il s'abreuve chaque soir par son ordinateur, il ne comprend pas. Donc, il y a toute une forme de formalisme, voire de politesse, et l'idée, c'est que ces variations au moment de la rencontre des corps, des mots échangés, ça a tout son poids selon que l'on dit tu ou selon que l'on dit vous. Du reste, la tragédie classique française classique le sait, puisque les personnages se vouvoient et ils ne se tutoient qu'au moment de l'acmé de la passion ou de l'amour qui déborde, qui fait qu'en quelque sorte, c'est un tu qui n'est pas rassurant, c'est un tu qui emporte, c'est un tu au-delà en quelque sorte de la politesse et c'est le tu qui annonce la mort prochaine. Alors que souvent, le tu aujourd'hui en français, c'est le tu de la banalité, c'est le tu de la paupérisation de la relation où la mort n'est pas présente. Ou alors la seule phrase du tu qui aurait ce poids dans la vie quotidienne, c'est le tu presque au moment de l'insulte. Je te tue, je te viande, je te découpe, crève. Des phrases qui sont commentées par ailleurs par Lacan à propos de la fameuse, je reviens de chez le charcutier, la fameuse hallucination. Donc, pour le moindre énoncé en japonais, on est obligé de mobiliser toutes les formes grammaticales, puisque ce qu'on a à dire dépend de à qui on s'adresse et l'effet, j'en avais déjà parlé la dernière fois, c'est que vous avez une division du sujet japonais, on faudrait dire maintenant du par-lettre japonais, entre l'écriture d'une part,
le on yomi, et la parole, le kunyomi, c'est-à-dire ce que je dis, le sens que je transmets, la signification que je transmets. Alors, si c'est dans le champ de la science, si c'est dans le champ de la transmission banale de la vie quotidienne, c'est déjà complexe, mais la question qui nous importe, c'est où placer l'inconscient dans un tel état de fait. Et c'est ça la question de Lacan. Alors, cette distinction, vous la trouvez dépliée tout à fait de façon exemplaire dans deux textes. Un, c'est Littérateur, le texte écrit qui était publié dans la revue Littérature, et d'autre part, la leçon orale sur Littérateur, le premier texte est un texte écrit, la leçon sur Littérateur que l'on trouve dans Un discours qui ne serait pas du semblant, le séminaire de Lacan, page 113 et suivante. Alors, si vous mettez en jeu ces références à ces deux textes, vous voyez que la fin de la leçon orale et la leçon écrite, et la leçon lorsqu'elle s'écrit, ça devient un écrit de Lacan, c'est le Japon qui est sollicité. Lacan revient d'un séjour au Japon où il est passé par l'épaule, donc il va insister lorsqu'il passe sur la Sibérie, il va insister sur la couche de neige, le fait que de la couche de neige parfois néanmoins apparaissent des bouts de terre, des arbres qui dépassent, etc. Et ça leur renvoie à une caractéristique de la peinture japonaise classique, c'est-à-dire la peinture où des nuages viennent recouvrir les scènes représentées, et où, pour m'éclaircir le point, j'avais lu un article, L'énigme ou l'opacité de l'invisible d'Isabelle Charrier, qui est une japonisante, et qui avait écrit justement sur la façon dont la peinture classique peut introduire des nuages qui viennent recouvrir des scènes, par exemple, où il y a des rues, où il y a des maisons, etc. Et vous allez voir que cette façon qu'a la peinture japonaise de recouvrir en quelque sorte une topographie du visible, de la rationalité, de l'inscription, en quelque sorte prise dans une logique signifiante, eh bien, ça fait entendre, nous dit Lacan, une des formes de l'écriture. Et que la peinture japonaise elle-même est prise par l'écriture, par la nuée à partir de laquelle, effectivement, lorsque ces nuages vont tomber et viennent recouvrir les bouts qui dépassent, sont en quelque sorte des caractères qu'on reconnaît parfois comme des fragments, comme des bouts des parties de ce qui fut organisé, de ce qui fut logicisé comme le signifiant. S1, S2. C'est la matrice même à partir de laquelle un ordre s'avère possible. Et c'est du reste le moment qu'on a dit, peut-être pas à juste titre, mais enfin qui a été pensé, qui a été décrit par les commentateurs comme le moment, entre guillemets, structuraliste de Lacan, puisqu'avec S1, S2, vous avez la matrice signifiante à partir de laquelle un ordre est constructible. Les références à la phonologie, les références à l'école de Prague, les références à cette façon de penser les systèmes oppositionnels ont tout leur poids pour Lacan, pour en quelque sorte alimenter son opposition S1, S2 qu'il tire là de Saussure.
Donc, si on accepte cette idée que les Européens, vous et moi si vous voulez, nous sommes affrontés, confrontés, nous sommes nés du verbe naître, du malentendu, que la lignée dont nous procédons, j'en ai parlé hier soir, c'est en quelque sorte la mise en acte, génération après génération, du malentendu, de la catégorie du malentendu, chaque fois spécifiée par des malentendus, évidemment. Eh bien, si c'est cela, si nous sommes tous, en quelque sorte, les fils et les filles des malentendus, parfois même le malentendu est tel que certains disent qu'ils ne sont... Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son... Voilà, il faut éteindre les micros, autrement ça fait du bruit. Certains même peuvent dire et témoigner qu'ils ne sont pas dans leur corps là où ils devraient être. Je suis un homme dans un corps de fille, je suis une fille dans un corps d'homme, etc. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la question trans et la solution trans, quand il y a une volonté de mise en conformité ou pas, mise en conformité par la chirurgie, mise en conformité par la prise chimique, mise en conformité par des agencements symboliques ou imaginaires, etc. Donc à la fois question trans et solution trans, eh bien c'était en quelque sorte une des illustrations les plus fortes et actuelles et très actuelles du malentendu. Il faut vous voulez, voilà, si vous pouvez, voilà, Isabella Autéchard fait taire. Donc, quand nous allons arriver, je crois que nous arrivons au point où il faut penser la forme que ça prend au Japon. Et là, il va falloir que nous utilisions. Vous voulez pas envoyer un mot à Diana Yassin en lui disant qui est en Israël, je crois. Non, elle est en Amérique latine, de débrancher. Donc, à partir de là, nous voyons, vous voyez, quand il y a des bruits, ça me fait un petit peu hésiter. Il faut que je retrouve le silence qui me permet de dire le moins de bêtises possible. Donc, que devient cette affaire si nous passons du côté du japonais? Nous tombons pas sur le malentendu, nous tombons sur la traduction. Et c'est là qu'on va essayer de voir en quoi il y a une traduction. Bien entendu, ce qui serait passionnant, c'est de voir comment la question trans existe, bien entendu, au Japon et comment elle est traitée de par cette question, pas traitée en termes psychiatriques, non pas en termes sociaux, en termes de patriarcat, si vous voulez, mais en termes de rapport à l'inconscient lui-même dans un monde où peut-être la question trans, c'est pas un malentendu, c'est une mauvaise traduction. Donc il faudrait faire une distinction, me semble-t-il, entre le semblant, qui est un terme, qui est une façon de penser la logique signifiante. Dire semblant, c'est de dire que le mot, bien sûr, il nomme la chose, il nomme le réel, mais au moment même où il l'a nommé, il l'a fait disparaître, et que donc, il n'a pas ce pouvoir de réduire à merci le réel, et que donc le signifiant, même si les créations ex nihilo, comme il dit dans son premier séminaire, relève d'une catégorie qu'il invente plus tard dans la fin de son enseignement, le semblant, il n'en demeure pas moins que semblant parole, c'est un couple que vous pouvez constituer, alors que si vous vous placez du côté de l'écriture, vous êtes affronté à un vide qui est creusé par cette écriture, avec l'image de la pluie des signifiants qui tombe, qui au sol
touchent le sol, les nuages les laissent passer, SE1, S2 se cassent, et là, vous avez ensuite des rigoles produites au sol. Et c'est avec des lettres qui se construisent, qui se forment, etc. Et où là, vous avez la dimension, l'écriture, le littoral, le littérataire, le littéral, etc. Tout un champ sémantique crucial pour comprendre la fin de l'enseignement. Et pour le comprendre d'autant plus, vous allez le voir qu'il y a une hypothèse qu'il faut faire, je la fais d'emblée, parce que si je la fais pas, vous allez pas tout à fait suivre là où je veux vous mener, donc je vous donne la direction, mais je ne l'ai pas encore démontré, à savoir que la lettre, LE de TRE, tout ce qui relève de la lettre, ne la réduisez pas à la lettre de l'alphabet, réduisez-la aux marques, aux inscriptions, aux ratures, etc., procédant du signifiant étant second par rapport au signifiant, donc ces lettres, ce qui relève de la lettre et de l'écriture, ainsi conçu, ça féminise. Et que cette question de la féminité, dont on se demande toujours par quel biais la prendre, là, vous la saisissez par le biais de la lettre, LE de TRE, par le biais de l'écriture, par le biais de l'inscription, par le biais de la marque. Donc, on va avoir cette idée de comment ces remarques de Lacan interrogées par le Japon, la question que le Japon pose à Lacan, Lacan répond bien. Il dit, du point de vue analytique, je sais rien du Japon, il n'y a pas d'analyste lacanien, c'est les quelques analyses qui y sont, c'est l'IPA, enfin bref, ça l'intéresse pas. Mais lui, par contre, est intéressé par ce que le Japon apporte à la psychanalyse. Autrement dit, on aurait presque un paradoxe si vous avez le sujet japonais, le parler japonais, c'est pas entre écriture et parole, c'est que le sujet japonais, c'est comme ça qu'il s'exprime dans Littérataire, il dit pas dans Littérataire, la leçon, il ne dit pas par lettre, il dit le sujet japonais ne communique rien de soi et ne cache rien. C'est presque un paradoxe. Et c'est ce paradoxe-là qui est un paradoxe hautement épistémologiquement fort, pourrait-on dire, pour saisir des paradoxes que la fin de l'enseignement développe si on les rapporte à ce qu'il avait dit précédemment. Donc, en quelque sorte, le sujet japonais est par définition suffisamment paradoxal pour qu'il interroge ce que Lacan rencontre à la fin de son enseignement et qui nous apparaît comme ce que Miller appelait obscur et qui nous apparaît comme souvent paradoxal par rapport à ce qu'il a affirmé. Par exemple, dans la préface à la traduction japonaise, il dit très explicitement « L'inconscient, dis-je, est structuré comme un langage. » Et Lacan nous dit dans cette préface au Japon, là, qu'au fond, cette définition de l'inconscient, chacun la connaît depuis le discours de Rome, début des années 50. Première intervention de Lacan à Rome. Vous savez qu'il y en aura 3, publiques. Il dit, pour savoir ce que c'est, lire les discours que ces écrits consignent pour être celui de Rome, à savoir l'inconscient est structuré comme un langage. Simplement, si vous raisonnez du point de vue du japonais, c'est-à-dire du point de vue de ce que Lacan interroge dans cette année 1972, et que vous retrouvez
explicitement dit dans le texte de 80 que je commentais hier, le séminaire dissolution, c'est que la définition qu'il utilise de l'inconscient, ce n'est plus celle-là. Et que vous avez donc un paradoxe, que dans le même texte, il dit l'inconscient est structuré comme un langage, l'inconscient c'est le discours de l'autre grand A, tout à la fois interrogeant le japonais, qui nous permet pas d'affirmer ce qu'il vient de nous dire comme étant la définition de l'inconscient, et que donc la question c'est que devient l'inconscient du point de vue du japonais. Même paradoxe quand Lacan écrit que le japonais, le sujet japonais, telle japonaise, ne communique rien de soi, c'est-à-dire que vous ne savez rien de l'autre, et en même temps, il ne cache pas. Alors que dans notre raisonnement, pour supprimer le paradoxe, nous serions tentés de penser que celui qui ne communique rien de soi, c'est qu'il cache tout ce qui relève de soi. Pas du tout. Tout à la fois, il ne communique rien de soi, et tout à la fois, il ne cache rien. Et c'est ce que je vous avais lu tout à l'heure à propos du mensonge. Performance usuelle, c'est-à-dire tous les jours les Japonais font ça, performance usuelle, non seulement ils le font, mais ils pratiquent, donc c'est un usage, performance usuelle que de dire la vérité par le mensonge sans être pour autant un menteur. Alors si vous aviez du temps, si vous aviez le goût du paradoxe et des paradoxes multipliés par 2, des paradoxes élevés à la puissance 2, vous pourriez vous demander du point de vue du Japon ce que devient le paradoxe fameux dans l'Antiquité d'Épiménide le Crétois, qui énonce « tous les Crétois sont des menteurs ». Et là, vous voyez comment vous raisonnez ensuite dans une logique classique. Si tous les Crétois sont des menteurs, lorsqu'Épiménide le Crétois dit cette phrase, il ment donc, etc., etc., et vous n'arrivez plus à savoir si Épiménide le Crétois ment ou si Épiménide le Crétois dit la vérité. Lacan, en 64, résout la question en séparant l'énonciation de l'énoncé, comme par hasard, c'est-à-dire presque utilise, mais par le biais de énoncé-énonciation, une solution japonaise qui distingue elle-même l'on-yomi du kunyomi. Donc ça, c'est formidable. L'idée de communiquer rien de soi et de ne rien cacher. Moi, je dois dire, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. J'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas l'objet de ces séminaires, qu'en pensez-vous au plus intime de vous-même? En tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est qu'arriver à ne communiquer rien de soi tout en ne cachant rien, c'est, me semble-t-il, ce qu'on peut espérer de mieux à la fin d'une analyse. Ça, Lacan ne dit pas tout à fait, mais je crois que je peux me permettre, je ne dis pas que je vais l'écrire, en tout cas, je me permets de vous le dire, que c'est ce qu'on peut attendre de mieux à la fin d'une analyse, et que ma petite façon un peu folklorique de vous dire mon goût du vous, y compris dans la relation intime, c'est de dire ne rien communiquer de soi qui fait le moi, et de ne rien cacher pour autant de ce qui est l'essentiel. Bien sûr, les Japonais ont un moi, bien sûr, les Japonais aussi mentent, au cas par cas, du point de vue de la casuistique, mais du point de vue de ce dont on essaye de parler, divisés qu'ils sont entre écriture et parole, les formules de Lacan que je vous propose, vous les trouvez à la page 126 du séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, sont parfaitement valables. Autrement dit, c'est un bon moyen, dit-il, de vous manipuler, et il ne s'en prive pas, puisque s'il ne communique rien de soi, il n'y a aucune prise sur lui, et puisqu'il ne cache rien, il n'est pas encombré
mais pas du tout de son secret. Vous avez tous remarqué combien un secret est lourd à porter. Et que si vous voulez ne rien cacher, ça ne veut pas dire que vous communiquez sur vous, ça veut dire que vous renoncez au secret, vous lâchez prise au secret. Les gens qui se font attraper, quoi qu'ils fassent, c'est parce qu'en fait, ils ont des secrets qu'ils veulent cacher. Et si vous avez un secret que vous voulez cacher, c'est la démonstration freudienne, vous n'y parvenez jamais, vous vous prenez les pieds dans le tapis et il y a toujours une formation de l'inconscient qui vient révéler ce que vous cachiez. Et puis, si vous cachez, si vous avez un secret, c'est que vous êtes dans le champ de la vérité, ou plus exactement de la vérité conjuguée à la modalité de l'exactitude, et que le secret viendrait la recouvrir. Mais comme Lacan le dit, ça m'avait beaucoup marqué, nul trésor qui a été enfoui même au plus profond de la terre, aucun trésor n'est inaccessible, puisqu'une main d'homme l'y a déposé, une main d'homme toujours pourra le retrouver. Je n'avais pas lu Lacan, mais enfant, je rêvais parfois de voler quelque chose d'extrêmement précieux et que pour ne pas le perdre, je l'aurais enfoui au fond de la terre, dans un endroit éminemment secret. Et cette solution ne me satisfaisait jamais. Je me disais, mais pourquoi un autre rusé ne la trouverait-il pas? Eh bien, parce que la catégorie du secret implique que, effectivement, ce qu'une main d'homme a caché, une main d'homme peut le découvrir. Bref, celui qui a tiré le rideau est toujours soumis au risque de celui qui tirera le rideau, mais dans l'autre sens. Vous en voulez une preuve? Elle me vient à l'occasion. Il y a un tableau qui m'a toujours beaucoup marqué. C'est un tableau de Balthus qui s'appelle La Chambre. Et vous verrez, il y a une sorte de petit monstre, une sorte de gnome, dont on n'arrive pas à savoir s'il est en train de tirer un rideau au sens de découvrir la chambre, ou s'il commence, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait un voyeur, à savoir le spectateur, qui regarde le tableau, et que donc il était prêt à fermer le rideau. On ne sait pas s'il le ferme ou s'il l'ouvre. Et chaque fois que je suis allé à la Villa Médicis, j'ai même passé quelque temps dans la chambre turque décorée par Horace Vernet, chambre turque que l'on trouve à la Villa Médicis à Rome. Je ne cessais de me demander si ce que je voyais, le rideau avait été tiré ou le rideau avait été ouvert, parce qu'il y a un autre tableau de Balthus où il y a une femme nue, une japonaise justement, vous voyez où mon association me mène, et où le décor derrière, c'est celui de la chambre turque où je dormais. Donc j'avais une présence d'une femme nue, qui est en l'occurrence un modèle de Balthus, qui l'épousa quelque temps après, mais où effectivement, quand vous étiez dans la chambre turque d'Horace Vernet, ancien directeur de la Villa Médicis, vous n'aviez pas la femme nue, vous aviez que le décor. Donc en quelque sorte, Balthus avait tiré le rideau, mais quand vous regardez la chambre, propriété du grand industriel Agnelli, vous ne savez pas si la chambre va être ouverte ou fermée, et c'est ça la logique du secret, que c'est plus pareil au même. Et que justement, le japonais est peut-être à la fin d'une analyse, dans le meilleur des cas, nous sommes toujours en deçà de la tâche, évidemment, ce qui prime, c'est on communique rien de soi et on ne cache rien pour autant. Alors que le névrosé, évidemment, ne veut rien communiquer de lui pour cacher ce qui lui advient et de cacher la causalité dont il pense qu'elle explique ce qu'il est. Donc Lacan précise, page 126 du séminaire,
vous êtes un élément, entre autres, du cérémonial où le sujet se compose justement, et ça j'adore la fin de l'expression, de pouvoir se décomposer. Alors certains qui ont des lettres parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup, me diraient, le terme cérémonial ne renvoie-t-il pas à un dispositif pervers sur lequel Lacan a beaucoup écrit, beaucoup insisté, jusqu'au moment où il a fait voler en éclat le terme de perversion en un mot pour le construire en deux, perversion, mais que néanmoins ça n'hypothèque pas tout ce qui précède, et notamment tout ce que Lacan a pu écrire sur le cérémonial, voire même, pourriez-vous me dire, et personne ne me l'a encore écrit, ça m'a étonné, ne trouvez-vous pas des accointances avec le formalisme du pervers, avec le formalisme du contrat pervers, si cher par exemple à Sacher Masoch, ou Sacher Masoch comme on dit paraît-il. Non, ce n'est pas le même. Et je vais vous dire pourquoi, ce qui m'y fait penser. C'est qu'à la limite, vous pourriez accepter le cérémonial pervers si vous ne lisez que la première partie de la phrase. Vous êtes, vous, n'importe qui, vous êtes un élément, entre autres, du cérémonial en question. Ça marche pour le dispositif pervers. Vous êtes un élément du cérémonial, dont la place est définie. Par exemple, chez Sade, quand une victime se rebelle, ou fait l'épreuve de la moindre jouissance au sens du plaisir obtenu, elle est immédiatement fouettée parce que chez Sade, on est d'un côté ou on est de l'autre. Le plaisir, jusque dans ses excès, est du côté du libertin et non pas du côté de la victime. C'est en cela que certains ont repéré, fort justement du reste, que le dispositif pervers sadien est une pédagogie. C'est pour ça que les instituteurs immoraux, l'expression prend tout son poids. On donne des leçons, mais on ne change pas les places. Vous n'avez jamais une victime qui devient, chez Sade, qui devient tourmenteur. Donc chacun a sa place dans un cérémonial. Et vous pourriez rajouter cette partie de la phrase où le sujet se compose. Vous avez donc la position du libertin, la position de la victime, etc. Et Roland Barthes a admirablement montré que la composition du cérémonial pervers, qui place les sujets, se fait sur le mode d'une phrase grammaticale. Donc, la composition, y compris des corps, dans le cérémonial pervers, chez Sade, en l'occurrence, c'est une phrase. Et qu'ensuite, la rupture, la composition se rompt, le dispositif se rompt, comme on met, c'est comme ça dans le texte, comme dit Barthes, on met un point à une phrase pour passer à autre chose. Donc c'est admirable d'en montrer la grammaticalité du cérémonial pervers. Donc ça marcherait pleinement. On aurait même plusieurs références, Sade, l'interprétation de Barthes qui est très juste, vous l'avez dans Sade, Fourier, Loyola, notamment dans le texte consacré à Sade. Eh bien justement, ce qu'ajoute Lacan dans ce séminaire nous sort complètement du dispositif pervers, puisqu'il ajoute où le sujet se compose, non pas sur le modèle grammatical repéré par Barthes, mais justement le sujet se compose justement de pouvoir se décomposer. Or, dans le dispositif pervers,
personne ne se décompose. Au contraire, c'est un procès de surcomposition. Même il se mitidiatrise en quelque sorte. Il devient bloc de pierre, de marbre. Et c'est pas un hasard si Lacan a utilisé pour son séminaire, où il est question du marquis de Sade, c'est le séminaire 7, il a utilisé le portrait de Sade par Man Ray, et où Sade est représenté comme un visage de pierre constitué des briques de la Bastille qu'on voit au fond du tableau en feu. Le pervers, parce qu'il s'identifie à l'objet, vous le savez, en quelque sorte se rigidifie jusqu'à incarner la position du fétiche noir au service d'un dieu obscur. Donc la consistance du pervers, elle renvoie à la consistance de l'autre divin dans la perversion, de notre dégagé de sa castration, l'être suprême en méchanceté. C'est le contraire d'un grand tabaret. C'est au contraire un autre grand tabaret auquel vous restituez l'objet de jouissance pour produire le dieu de la méchanceté. Donc on pourrait dire que le cérémonial, la composition, l'élément, qui sont des termes qui font référence au dispositif pervers, et souvent on a pu associer « Ah, les Japonais, c'est pervers », notamment quand un Japonais avait coupé en morceaux sa petite copine, avait mis les morceaux au frigo et les avait mangés progressivement. On s'est dit, ben oui, c'est tous des pervers. Voire quand on repère chez Araki ces femmes, ça porte un nom japonais, j'ai oublié, entourées de cordes ligotées. Oui, les Japonais sont des pervers. Et ensuite, les petites culottes des Japonaises qu'elles vendent aux adultes dans leur jus, c'est le cas de le dire, faut pas qu'elles soient propres, etc. Enfin, en quelque sorte, on a pu associer la sophistication et le formalisme du Japon à la perversion. C'est pas faux, il y a un usage. Mais ce dont parle Lacan, c'est pas cet usage de fétichisation par le cérémonial, par le formalisme, par le snobisme, etc. Mais par le fait que dans un tel cérémonial, il y a une décomposition qui opère. C'est se décomposer. Donc, c'est arrivé à ce point où pour ne rien cacher tout en ne rien communiquant de soi, c'est faire l'épreuve d'une décomposition subjective. Ce qui est ce qu'on peut rêver de mieux, je dis bien rêver, espérer de mieux, tout au moins à la fin d'une analyse, et que la lettre vient signer, la lettre hors sens. La lettre comme littoral d'une jouissance non phallique. Non phallique. Puisque la jouissance phallique, elle est plutôt du côté, vous le savez, c'est votre doxa, du côté de la parole. C'est en cela que la parole phallicise, que le signifiant phallicise, que la lettre féminise. Je force pas le trait, mais je lance un peu en mitraillette les propositions parce qu'elles sont explicitement dites ainsi par Lacan. Et il donne un exemple célèbre, c'est l'exemple du bunraku, je prononce mal bien sûr, B-U-N-R-A-K-U, c'est-à-dire qu'on voit dans le théâtre, à côté de la marionnette, on voit exactement à découvert les gens qui y opèrent. On voit la structure. J'ai jamais interviewé des gens qui faisaient du bunraku, mais j'ai interrogé des gens qui montraient des marionnettes sur les écrans, mais qu'on voyait eux-mêmes ordonner tout ça à côté. Ça s'appelle stéréotoptique. Je les ai interviewés, j'ai publié ça.
Et c'était passionnant. On voit la structure d'agencement, on voit comment, par le signifiant, ça opère, mais que la marionnette relève en quelque sorte de, paradoxal, de l'écriture. Et il y a une phrase qui est très belle: tout ce qui se dit dans une conversation japonaise pourrait être lu par un récitant. Toute la vie peut être doublée d'un interprète. Vous avez peut-être vu comme ça des images du président de la République française, Macron, en Chine, avec un des hommes les plus puissants du monde, avec le président des États-Unis. Ils sont à côté, ils sont à Canton, c'est une sorte de jardin. Ils n'ont pas de cravate, ils sont à l'aise, ils n'ont pas de pull vert, ils sont en chemise et costume foncé. Et derrière eux, vous avez des interprètes, et l'interprète chinoise, elle a le masque. Et elle a un petit cahier, et elle note, et vous avez le pendant pour la traduction. Donc, ils sont quelques mètres derrière, il doit y avoir des micros, et ils leur disent la traduction de ce qu'ils entendent dans l'oreillette et dans le micro. Donc, on a l'impression que le chinois et Macron se parlent comme là, à quelques centimètres, mais derrière, vous avez les interprètes. Et voyant cette scène qui a été reproduite partout dans les journaux, je pensais à la phrase de Lacan dont je viens de vous parler: toute la vie peut être doublée d'un interprète. Alors là, c'est parce qu'il y en a un qui parle chinois et l'autre qui parle français, ils peuvent pas faire autrement. Mais vous imaginez si c'était votre propre langue qui en quelque sorte fait que vous avez toujours derrière vous un traducteur. Vous n'avez pas à l'avoir corps présent, puisque vous vous dédoublez, vous êtes à la fois celui qui parle, celui qui traduit, celui qui est la marionnette qui est agitée et celui qui agite la marionnette. C'est ce point-là qu'on essaye de faire entendre, qu'on essaye de suggérer, et à propos de la peinture japonaise classique, vous en avez une référence à la page 122, dont je cite toujours un discours qui ne serait pas du semblant et qui me semble être merveilleux à lire pour saisir les ramifications de la préface à la traduction japonaise. C'est qu'il est possible de soumettre les caractères chinois à la calligraphie, c'est-à-dire au trait le plus singulier, où Lacan dit dans sa littérature que l'universel vient à s'écraser, à tomber au sol, pour en quelque sorte se particulariser, qui rendra le caractère unique. Et il dit, on peut étendre la logique de la calligraphie. Alors, je ne sais pas si on peut le faire au niveau de l'histoire de l'art et des spécialistes, mais enfin, en tout cas, Lacan le fait. On peut étendre le caractère qui lie à la calligraphie, c'est-à-dire l'universel des caractères qui sont utilisés par toute personne qui écrit le chinois et qui désigne la dimension du concept désigné, du signifié. On prend le terme saussurien exprès. Puis ensuite, ce moment où il s'inscrit sur la feuille, sur le tissu, sur la toile, sur la pierre qui vient lui servir de support, ce que Antonin Artaud utilise comme mot, que j'ai toujours trouvé admirable, qui s'appelle le subjectile. J'ai cru, c'est mon inculture, ne m'en veuillez pas, j'ai cru que subjectile était un mot inventé par Artaud. Non, il se trouve que subjectile est un mot qui existe.
et qui désigne justement le support. Là, c'est sur quoi vous écrivez. Je ferme la parenthèse d'Artaud qui avait été intéressé, vous le savez, par le théâtre baliné. Ça lui permettait de dynamiter la représentation théâtrale clôturée. Il y a un très beau commentaire de Jacques Derrida sur ce point, sur Artaud et la clôture. Donc la calligraphie, Lacan nous dit on peut l'étendre à ce dont je vous ai parlé à propos de la peinture japonaise, à savoir ces nuages d'or, avec de l'or, qu'on appelle makemono, représentation de petites scènes avec la présence des nuages d'or qui bouchent et cachent une partie des scènes. Et Lacan se dit, mais pourquoi ces amas de nuages? Se demande Lacan. C'est-à-dire, ça vous fait un effet de brouillard sur les toiles. Et il nous dit, ça introduit la dimension du signifiant. Donc c'est une peinture qui est dynamitée par le signifiant. À partir du moment où vous recouvrez, que vous bouchez, que vous cachez, que vous faites en quelque sorte de la calligraphie étendue jusqu'à la représentation des nuées, je vous enverrai des images de ces tableaux, vous introduisez le signifiant qui cache et que donc fait advenir la présence sur fond d'absence. C'est tout le premier Lacan, ça. Le signifiant fait advenir la présence sur fond d'absence. Ce que j'ai, évidemment, je ne l'ai que par la référence, grâce à la référence, au fait que je pourrais ne pas l'avoir. Et là, il décline castration, privation, frustration, c'est-à-dire les modalités du manque de l'objet. Introduit par le signifiant. Sans le signifiant, vous n'avez ni castration, évidemment, ni frustration, évidemment, ni privation, évidemment. Donc le signifiant fait advenir sur fond d'absence, et l'absence est toujours sur fond de présence. C'est pour ça quand même qu'entre autres, comme disait Freud, repris par Lacan, les garçons ont si peur de perdre leur petit zizi et de l'étendre quand même aux dimensions de leur monde. Les filles, ça les fait rire parfois. Il faut que les garçons, quand ils jouent au foot, ils gagnent, il faut, etc., etc. L'autre jour, une femme taxi me conduit de mon cabinet à l'hôpital, je faisais une présentation de malade, et très vite, elle me parle, cette dame, elle a la cinquantaine, qu'elle fait du vélo, et elle me dit, tantôt c'est avec les garçons, on est mixte, tantôt il y a que les filles. Je dis, ah bon, et ça fait une différence quand vous faites du vélo? Elle dit, ah ben bien sûr, ils sont pénibles les garçons. Les garçons, ils ont 50 ans. Alors je lui dis, ah ben vous m'expliquez en quoi ils sont pénibles, mais rien que le fait que vous me disiez qu'ils soient pénibles, je trouve ça juste. Alors, expliquez-moi pour vous en quoi ils sont pénibles. Elle me dit, ils peuvent pas supporter qu'une femme les devance à vélo. Vous voyez que c'est ça, au fond, la logique. Une femme marquée du sceau de l'aphalicisme freudien, si elle passe devant, quand même, les garçons, ils se disent, je l'ai, mais je pourrais le perdre, puisque celle qui n'en a pas, il parvient à me dépasser. Oui, cette logique-là qui est quand même la bêtise des garçons, qui fait quand même que je ne les aime pas beaucoup et je m'inclus dans cette critique, les désignant les garçons. Leur bêtise est vraiment totale et vous doutez bien qu'en le disant, je ne peux pas, malgré tous mes efforts, m'exclure de cette catégorie. Mais les filles savent ça. Elles mettent des semblants, mais non. Elles soutiennent
ce qu'elles ont repéré du signifiant, ça à savoir que les garçons craignent pour leurs petits zizi, et de façon métaphorique et métonymique, étendue aux dimensions du monde. Ils sont bien loin de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire arriver à ce point de la décomposition. Si vous imaginez la forme que prend la décomposition dans l'imaginaire appliqué au phallus, c'est le corps morcelé, c'est les dents que l'on perd, c'est les pieux que l'on arrache, c'est les maisons qui tombent, c'est les ponts-levis qui cassent, c'est les rivières qui débordent, etc. Enfin, les drames intimes des cauchemars virils. Mais les filles en participent aussi, bien évidemment, puisqu'elles sont soumises aussi au phallus, pas de la même façon, mais ils sont soumises. Voilà, ça c'est le signifiant. Et à la limite, je fais le pari. Je m'amuse, bien sûr. J'ai le bouchon à la rigolade depuis hier et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, enfin, dans les exposés tout au moins, que si vous mettez des garçons, c'est presque expérimental, entre guillemets, c'est mieux d'aller faire de la neuroimagerie, vous les mettez devant ces peintures classiques, eh bien, je prends le pari que les japonaises, les garçons vont faire l'épreuve d'une certaine angoisse, puisqu'au fond, des parties entières des monuments magnifiques des anciennes cités pourraient disparaître sous le signifiant. Ils y sont, de ce qu'on le suppose, mais quand même, tout ce geste parfois des hommes vérifiant que l'organe est toujours là, et même chez un grand auteur comme Jean Genet, homosexuel comme vous savez, dans Le Balcon, vous avez cette scène magnifique où le commissaire de police, à un moment donné, vous verrez comment et pourquoi, vérifie, comme dit Genet en se tenant les couilles, qu'au fond, il ne les a pas perdus. Vous verrez pourquoi il est obligé de calmer son angoisse de cette façon. Alors que la reine, elle, procède autrement et de façon bien plus subtile, au cœur du palais. Ça, c'est la dimension du signifiant. Mettez un homme devant le rideau, il rira toujours jaune. Il rira parce qu'il se dira, qu'est-ce qu'on peut en faire des choses derrière les rideaux? Cachant à leur mère, à leur femme, alors à qui vous voulez, un petit peu la scène sexuelle dont ils rêvent et qui, pense-t-il, les désennuierait de leur monde. Ah oui, d'accord, mais il y a peut-être autre chose derrière le rideau. Qui sait si on me les coupait aussi? Et personne n'en saurait rien puisque ça serait derrière le rideau. On n'est jamais tout à fait tranquille devant la peinture classique et devant les objets de cristaux enveloppés, on n'est pas plus tranquille pour autant. Ça, c'est le signifiant. Et la lettre. Puisque les Japonais nous portent à cette skise entre parole et écriture. La lettre, elle, fait rature, c'est-à-dire qu'elle fait rupture du semblant. Elle casse le semblant. C'est-à-dire qu'elle casse S1, S2. Et ça s'imaginarise. Les rideaux tombent, les rideaux se déchirent. C'est imaginaire, bien évidemment, puisque c'est pris dans une logique de la présence et de l'absence. Qu'y a-t-il derrière le rideau? La scène primitive y porte les parents qui font l'amour, etc., etc. Mais c'est pas ça la lettre. La lettre, elle, fait rature, c'est-à-dire que d'abord il y a rupture du semblant, ça se brise, elle dissout ce qui faisait forme, phénomène et météore. Et le congédie le phénomène. Et dès que vous rompez
verbe rompre, un semblant. Dès que vous cassez S1, S2, par quel moyen? Ça s'obtient pas comme ça. Hein. Pour une analyse, il faut vraiment beaucoup d'années. Il faut beaucoup suer pour obtenir ça. Mais si vous suez simplement en termes phalliques, vous produirez des bouts de jouissance phallicisés. Donc il faut suer pas que phalliquement. Donc, rompre un semblant, nous dit Lacan, page 122, là, ça produit de la jouissance. Un peu comme si, frottant deux silex, vous produisiez une étincelle. Et il dit rompre un semblant par où s'évoque la jouissance. Il dit pas qu'elle est là, il dit qu'elle est évoquée, elle est là comment? Elle est là, c'est une expression que j'aime beaucoup, comme la trace du sabot de la gazelle sur le rocher dans le désert. Et Lacan parfois précise une poussière d'or. Allez la voir, allez la retrouver, alors qu'ensuite vous avez les traces dans le sable, c'est autre chose. Et Lacan utilise un mot, c'est ce qui dans le réel se présente comme un ravinement. Pour ceux qui ne sont pas de langue française, R-A-V-I-N-E-M-E-N-T, je vous laisse aller voir dans les dictionnaires et dans les traductions qui sont données de ce mot, c'est l'écriture qui produit un ravinement du signifié. Ce qui a plu, c'est le signifié du verbe pleuvoir, du semblant et qui fait le signifié. Et là, vous n'avez plus de signifié. Le signifié est parti en éclats. C'est pour ça que dans la logique phallique, la lettre, on n'en veut pas. L'écriture, dit Lacan, ne décalque pas le signifiant. L'écriture, la lettre dans le réel et le signifiant dans le symbolique. Entendez bien la phrase. L'écriture, c'est-à-dire la lettre, elle relève du registre du réel. Le signifiant, lui, relève, le semblant, relève de la logique du symbolique. Voilà où il fallait arriver. Juste une référence. J'ai parlé du makemono, c'est-à-dire la représentation de petites scènes, mais il ne faudrait pas les confondre avec le kakemono, qui lui, vous savez, sont ces choses qui pendent au mur de tout musée et où là s'inscrivent les caractères chinois calligraphiés. Il ne faut pas confondre les kakemono et les makemono, mais le point qui les articule, c'est quand même l'enjeu de la calligraphie. Au fond, ce qui est absolument formidable avec la calligraphie, si la calligraphie relève d'un usage du littoral, de la lettre, du littéral, c'est qu'au départ, vous avez du signifiant là, indiqué, donc phallicisé, et par la calligraphie, en quelque sorte, sans tout à fait jamais y parvenir, puisque vous pouvez toujours continuer malgré tout à lire, vous avez une bascule du réel, une bascule du féminin, une bascule qui fait advenir une féminisation de ce qui avait vocation à être, comme dit Lacan dans la signification du phallus, la copule. Ce qui permet de faire que dans les systèmes d'imprimerie, avant que n'existent les ordinateurs, on pouvait aligner des deux côtés et faire qu'il y ait un espace qui ne s'imprime pas, mais qui permet
d'introduire des espaces entre les mots et les lettres, et que suivant les lignes, ça soit toujours aligné et du côté droit et du côté gauche. Copule. Et dans copule, vous avez copulé, puisque ça permet d'une certaine façon, je joue sur les mots, de faire que les caractères copulent entre eux et puissent s'écrire de façon ordonnée grâce à l'imprimerie. Et là, par la calligraphie, c'est là où le lettré chinois ou le lettré japonais est extraordinaire comme modèle, c'est qu'il pratique une opération. On pourrait dire, je reprends la fin du mot, une épreuve de la décomposition de la forme. Or, quand vous touchez à la décomposition de la forme, vous touchez au signifiant par le biais de l'emblème phallique, de l'inscription. Et le lettré chinois, le lettré japonais, est redoublé par le fait qu'il est divisé lorsqu'il parle japonais. C'est l'oiseleur lettré dont parle Lacan pour préciser ce qu'il y a de plus exigeant dans la pratique analytique. Être un oiseleur lettré. Et si vous choisissez le parti de la lettre, c'est le parti de la position féminine. Je vais vous faire une confidence. Elle n'est pas à prendre. C'est toujours la version vidéo que je garde pour mémoire, je couperai. Il se trouve que plusieurs fois, j'ai écrit à mon ami François Regnault, vous connaissez, un homme de lettres, un homme des lettres, et plusieurs fois, j'ai fait un lapsus qui m'a gêné. Au lieu d'écrire « Cher François », ensuite ça a continué, il a écrit une très belle préface à un de mes livres, on a un amour commun du théâtre, même si je n'ai pas sa compétence, on a des amis communes dans le théâtre, etc. Peu importe, ou des acteurs communs dans le théâtre, peu importe. Je ne me compare pas à lui, j'ai le sens du ridicule me concernant. Et plusieurs de mes lettres commençaient par, non pas cher François, mais j'ose à peine vous le dire, chère Françoise. Je l'ai écrit une fois, 2 fois, 3 fois, à des mails différents, des courriers différents, je m'en suis aperçu, je trouvais pas l'expérience agréable et je me suis excusé. Évidemment. Cher François, virgule, je m'excuse de plusieurs fois de vous avoir écrit chère Françoise, de vous conjuguer au féminin. Et je suis pas allé plus loin. Je n'ai pas m'interpréter devant lui. Excusez-moi. Il m'a répondu avec une délicatesse exquise. Mais ne pensez-vous pas, mon cher Hervé, que c'est ce qui arrive de mieux dans le champ analytique lorsqu'un nom et un prénom virent au féminin comme index d'une position? Eh bien, voilà ce qu'est un oiseleur lettré. Celui qui consent à se décomposer, et quand on décompose le signifiant, on obtient la lettre, on casse le signifiant, on obtient la lettre, et que c'est cette dichotomie, ce chiasme, ce schisme, les termes ne sont pas synonymes, on peut les employer, entre le japonais écartelé, le sujet japonais, le parler japonais écartelé entre la parole et l'écriture, qu'on peut saisir en quoi le Japon a intéressé Lacan, non pas pour que lui apporte quelque chose au japonais et à la psychanalyse, ou même qu'il aurait préféré que son livre des écrits ne soit pas lu, mais par contre, on entend mieux, lui, ce qu'il a interrogé, lui, ce qu'il a questionné à propos du Japon,
notamment ce point de la lettre, de la féminisation, du vide creusé par l'écriture, et surtout de ce point que je vous demande presque d'écrire, de ne pas oublier, je me le dis à moi-même en vous le disant, évidemment, j'ai rien à vous dire de ce que vous devez faire, mais je me le dis à moi-même comme règle, comme peut-être ce qu'on peut espérer de mieux à la fin d'une analyse, ne communiquer rien de soi et ne cacher rien. C'est d'une extrême complexité à obtenir, une extrême rigueur, et on est toujours, je crois, en deçà de la tâche. Et maintenant, je vais employer l'impératif que je m'adresse à moi-même. Allez, toi qui fût analysant si longtemps, as-tu pu ne rien communiquer de toi et dans le même mouvement ne rien cacher? Je garderai la réponse pour moi. Je vous remercie beaucoup, mais vraiment beaucoup, de votre présence. Vous étiez 72, comme quoi ces histoires-là nous interrogent, nous questionnent. Et voyez pourquoi parfois j'ai des propos un peu secs, un peu polémiques. Ça se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? De dire qu'il y a une telle radicalité de la psychanalyse, même si on n'est pas à la hauteur de la tâche, on a quand même accepté la dignité de la parole de Lacan et de la discipline, et qu'on ne vienne pas nous encombrer avec ces insanités de psychothérapie, de ceci, d'imagerie, de neurosciences, tout ça qui assez. Arriver à un lâcher-prise. C'est une autre façon de dire ne communiquer rien de soi et ne rien cacher dans le même mouvement. L'exercice est absolument unique. Et avouez que si nous n'avions pas ce point-là dans la vie comme, non pas un but, non pas un idéal, ça serait raté, mais comme épreuve, avouez que la vie serait bien triste, y compris un 12 avril 2023. Au revoir, à bientôt, merci pour tout.